Hello everybody, welcome. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. Je crois que nous connaissons quelques difficultés techniques avec la mise au silence de certains micros, mais bienvenue pour ce lancement de ce rapport phare du Global Deal qui s'intitule Dialogue social, compétences et Covid-19. Je suis Alex Taylor, je suis un journaliste britannique basé ici à Paris. Je suis ravi d'animer cet événement aujourd'hui. Deux questions pratiques avant de débuter. Vous pouvez écouter ce webinaire en anglais, en français et en espagnol. Il vous faut pour cela aller sur la petite icône qui ressemble à un globe terrestre en bas et vous pourrez apercevoir les options pour chaque langue. Si vous désactivez cette fonction, vous pouvez écouter bien sûr la langue originale de l'événement. Je vous demanderai d'accueillir Veronica Nielsen qui dirige l'unité de soutien du Global Deal. Bonjour Véronica, vous la voyez, et si nous avons quelques soucis techniques, elle reprendra la main. Nous sommes en direct sur Zoom, nous sommes ravis d'être avec vous. Vous pouvez suivre notre fil Twitter, @TheGlobalDeal, et le dièse qui est utilisé, c'est Global Deal, dialogue social, compétences et Covid-19. Je crois que nous avons presque 300 personnes qui nous suivent dans le monde entier, des représentants des gouvernements, des entreprises, des syndicats, de la société civile, des organisations internationales et également des collectivités locales et des administrations régionales. Dans quelques secondes, nous allons passer à la session d'introduction de cet événement. L'OCDE, l'OIT et le gouvernement de la Suède prendront la parole par le biais de leurs représentants. Les partenaires du Global Deal prendront ensuite la parole et vous pourrez interagir avec les panélistes en posant des questions par écrit. Nous reviendrons ensuite vers l'OCDE, l'OIT et la Suède pour des commentaires de conclusion. Pour ceux qui ne connaissent pas le Global Deal, c'est un partenariat multi-partenaire, multi-parties prenantes pour le travail digne et la croissance digne. C'est une promotion du dialogue social par le biais de différents engagements. Par exemple, vous pouvez trouver un résumé de leurs engagements dans le nouveau rapport que j'ai évoqué. Nous allons y revenir bien sûr à la faveur du lancement d'aujourd'hui. Dans le cadre de la discussion aujourd'hui, nous allons examiner le rôle pour atténuer l'impact de la pandémie des partenaires sociaux et leur rôle pour développer les compétences dont nous aurons besoin à l'avenir. Mais tout d'abord, je vais demander à nos trois orateurs pour la session d'introduction d'allumer leur vidéo. Angel Gorilla, Guy Ryder et Anna également. Anna Alberg, pardon. Je vais commencer par me tourner vers le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gorilla. Quelles sont, selon vous, les conclusions principales de ce rapport phare publié aujourd'hui? Angel, vous avez la parole. Bonjour et bonjour à tous, chers amis. Je suis ravi de publier, de lancer le nouveau rapport phare du Global Deal sur les dialogues sociaux, les compétences et le Covid-19. Il intervient alors que l'économie mondiale connaît de terribles difficultés. Nos dernières prévisions sont très pessimistes, entrevoyant une contraction de 4,5% du PIB mondial en 2020. Et en avril 2020, le taux de chômage était de 8% dans les pays de l'OCDE, un plus haut depuis 10 ans. Une résurgence du virus pourrait amoindrir de 2 à 3 points supplémentaires la croissance internationale en 2021, provoquant une hausse du chômage et également des perspectives d'investissement très faibles. Les gouvernements doivent continuer de soutenir avec l'action publique ciblée et adaptée dans ces événements changeants. Le nouveau rapport Global Deal montre que le dialogue social a façonné les politiques qui soutiennent l'économie, qui soutiennent les travailleurs et les travailleuses pour renforcer la confiance et mitiger les effets les plus immédiats en termes de bien-être de la crise. Je vais vous fournir quelques exemples. Dans plusieurs exemples tels que l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Suède ou l'Autriche, le dialogue social a permis de maintenir l'emploi en permettant des accords sur le travail à court terme. Et des dispositifs de chômage partiel en Autriche, où ces dispositifs existaient déjà, les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour réduire le délai
de prévenance de 6 semaines à 48 heures et d'ouvrir ce dispositif aux petites et micro-entreprises. Et cela a permis un compromis par lequel les employés ont renoncé à 3 semaines de vacances si la crise durait plus de 3 mois. Ainsi, un certain nombre d'entreprises ont pu éviter de licencier. Les syndicats ont accepté des heures de travail plus réduites et des baisses de salaire, et le gouvernement est intervenu pour compenser une partie du manque à gagner salarial. Deuxièmement, on voit que le dialogue social a été essentiel en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail. Dans certains pays, dans certains secteurs, dans certaines entreprises, les partenaires sociaux et les gouvernements ont négocié des mesures pour limiter la propagation du virus et promouvoir un retour dans la sécurité, un retour au travail dans la sécurité. En Italie, par exemple, début mars, les partenaires sociaux ont négocié un code de bonne conduite. De la même manière, cela a été fait dans les usines automobiles aux États-Unis ou chez les distributeurs et détaillants en Autriche, mais également des grandes entreprises telles que Telefonica. L'importance du dialogue social ne se limite pas à la gestion immédiate de la crise. Ce concept permet également aux pays de s'acquitter de leurs engagements au titre de l'agenda 2030 et d'être mieux prêts pour faire face aux méga-tendances, numérisation, globalisation, changement climatique. Alors que nous rentrons de plein pied dans ce changement, les travailleurs doivent détenir les compétences nécessaires pour s'adapter et pour prospérer. Notre rapport fournit énormément d'éléments qui montrent que le dialogue social peut soutenir des systèmes performants de formation des adultes, formation à l'âge adulte dans le monde entier. Les partenaires sociaux travaillent ensemble dans le cadre de conseils des compétences pour évaluer la demande en matière de qualification et pour concevoir des stratégies de formation pour les adultes. Les accords collectifs soutiennent et renforcent les droits à la formation et la mise en place de contributions financières pour la formation, parfois aux dépens d'une hausse des salaires. Les initiatives pour les personnes licenciées sont en particulier importantes, alors que l'on voit que le Covid-19 déclenche des mouvements de restructuration de grande ampleur sur le marché du travail. Par exemple, en Suède, il a été créé des conseils de sécurité de l'emploi, organismes paritaires, patronat, syndicats, qui, de manière opportune, fournissent des orientations, des conseils et des formations aux employés avant même tout licenciement. L'idée étant justement de réduire le nombre de licenciements. Les partenaires du Global Deal continuent de renforcer le dialogue social en prenant de leur propre chef un ensemble d'engagements concrets. Certaines entreprises ont signé des accords cadres internationaux avec les syndicats pour faire naître le dialogue social tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. D'autres s'engagent à payer des salaires de subsistance pour toutes leurs activités dans le monde. Les gouvernements s'attaquent aux pratiques de précarité au travail en coopération avec des partenaires sociaux. Les organisations de la société civile mettent à profit la puissance du commerce équitable pour garantir que les producteurs se saisissent de la question du dialogue social. À la CDE, nos travaux avec les entreprises au sein du BIAC et au sein du TUAC, le comité consultatif syndical, fait partie justement de nos efforts pour promouvoir le dialogue social. Ainsi, nous pouvons rassembler la signature de 40 grandes entreprises qui se sont engagées à lutter contre les inégalités sur le lieu du travail. C'était en 2019, dans le contexte du sommet du G7 à Biarritz. Désormais, leur travail est réorienté pour faire face à de nouveaux défis, des défis amenés bien sûr par le Covid-19. L'OCDE soutient également les pays et les aide à façonner leur réponse à la crise. Notre hub numérique Covid-19 a été lancé en mars de cette année, dans les premiers temps, dans les premiers jours de la crise sanitaire. Vous pourrez y retrouver plus de 155 notes de synthèse sur le Covid et nous avons reçu plus de 1,2 million de visiteurs uniques jusqu'à présent, la plupart du temps des décideurs politiques. Chers amis, mesdames et messieurs, l'importance du dialogue social ne peut pas être exagérée, en particulier à notre époque. Travaillons
ensemble pour soutenir les employés, pour protéger leurs emplois, leurs revenus, pour garantir qu'ils auront les compétences et les qualifications nécessaires pour le marché du travail post-Covid et au-delà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Ángel Gorría, pour ces mots d'introduction. Je me tourne maintenant vers Guy Ryder, le directeur général de l'OIT. Puis-je vous poser la même question, Monsieur Ryder? Quelles seraient vos conclusions principales par rapport à ce rapport? Merci beaucoup, Alex. Bonjour à la ministre Alberg et au secrétaire général Gorilla. Je suis ravi d'être ici pour le lancement virtuel de ce que je considère comme un rapport phare très important. Alors, principale conclusion de ce rapport, la principale conclusion, je crains de répéter ce que nous a dit Ángel Gorilla, mais à notre époque extraordinairement difficile, le dialogue social, il faut le comprendre, n'a jamais été aussi important parce que ce dialogue social, c'est justement ce qui nous aide à devenir plus résilients, à absorber les chocs. Cela nous aide à trouver des issues, des sorties de crise. Et quand on doit prendre des décisions difficiles, le dialogue social contribue grandement à aboutir à des solutions justes, discutées et négociées, et donc acceptées. On sait que le Covid a engendré énormément de souffrances dans le monde, plus d'1 million de morts, des millions de personnes ont perdu leur emploi, ont perdu leurs revenus. Et beaucoup de gens ont peur, bien sûr, s'ils retournent au travail, de tomber malades aussi. Si je puis mettre l'accent sur un secteur qui est cher, je pense, à un bon nombre de participants du Global Deal, l'industrie de la confection. Les confinements et les autres mesures ont engendré des fermetures, du chômage partiel et des licenciements dans de nombreux magasins, de nombreuses usines, et c'est eu un effet domino tout le long de la chaîne de valeur. Annulation des commandes, les fournisseurs, les marques, les distributeurs, trop souvent n'ont pas pu payer leurs employés ou tout simplement les garder dans l'entreprise. Donc il faut du dialogue social. D'autres secteurs, bien sûr, ont connu une situation similaire ou encore pire. Nous estimons à l'OIT qu'au cours du deuxième trimestre de 2020, l'équivalent de 495 millions d'emplois à plein temps ont été perdus dans le monde entier. Ce chiffre, on a du mal à l'appréhender, tellement il est énorme, et je pense qu'il faut accepter que l'impact de cette crise sur le marché du travail n'est pas prêt de disparaître. Je crois qu'il faut en particulier comprendre, et cela doit nous faire agir, c'est que cette souffrance, cet impact affecte en particulier ceux qui sont le moins à même d'y faire face, les plus vulnérables, les plus fragiles dans le monde du travail, les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes appartenant à des communautés indigènes. Il s'agit vraiment d'une crise internationale. Aucun pays, aucune région n'est immunisé. Par exemple, en Amérique latine, en la région Caraïbes, 80 millions d'emplois ont été perdus. En Afrique, environ 60, c'est ce qu'on estime. Et en Asie-Pacifique, 265 millions d'emplois. Donc je pense que nous sommes tous conscients du fait qu'il faut amener une réponse internationale multiple, versatile, exhaustive. Ce qui veut dire, et ce n'est pas toujours facile, qu'il faut garantir le droit à la santé et il faut mettre en place des politiques économiques, de l'emploi et des politiques sociales ensemble au bon moment. Et ça me ramène bien sûr au concept de dialogue social et au Global Deal. Ce deuxième rapport phare du Global Deal met pour sa part l'accent sur le dialogue social et le rôle du dialogue social. En effet, celui-ci peut promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et le développement des compétences pour la reprise après la crise. Pourquoi? Eh bien parce que l'un des éléments les plus importants pour construire un avenir pour le meilleur sera d'investir justement dans les travailleurs et les travailleuses. Et nous savons que l'une des impacts justement de cette pandémie a été une désorganisation totale de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, de l'école à l'université, formation professionnelle. Certaines institutions, certes, ont pu faire passer leurs cours et leurs activités en ligne, mais pour beaucoup, ça n'a pas été le cas. Et de fait, il y a un impact asymétrique à la connaissance et à la formation, puisque ceux qui n'ont pas accès aux technologies ou moins accès à la technologie, ils seront encore plus laissés de côté qu'avant la crise. Donc, je pense que ce qu'il nous revient d'aborder,
et de mettre en avant. C'est une approche centrée sur l'humain pour la reprise et pour l'avenir du travail. C'est vraiment le message qu'il y a au cœur d'ailleurs de la déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail qui a été adoptée lors de notre conférence, la conférence de l'OIT l'année dernière. Je pense qu'il faut que ce concept vraiment soit au cœur de ce que je vais proposer dans quelques semaines à l'organisme de gouvernance de l'OIT, c'est-à-dire une nouvelle initiative internationale pour la reprise post-pandémique. Et bien sûr, les compétences devront occuper un rôle central dans cet effort. Ainsi, il faut savoir certes comment amener plus de compétences, mais quelles compétences? Comment garantir leur actualité? Comment garantir leur acquisition? Je pense que la réponse à ces questions, encore une fois, c'est le dialogue social. Qui sait mieux ce qu'il faut en matière de compétences sur le marché du travail que ceux qui font le marché du travail? Les organisations, les syndicats, les gouvernements, le patronat et, encore une fois, cela plaide pour le dialogue social. Je crois que ce rapport phare nous donne d'excellents exemples. André en a évoqué des exemples de bonnes pratiques. En Afrique du Sud, on sait par exemple que le gouvernement et les partenaires sociaux ont œuvré ensemble pour développer un accord national sur les compétences. En Uruguay, il dispose d'un institut national pour l'emploi et la formation professionnelle qui gère un fonds de reconversion professionnelle et qui dispose de comités sectoriels. En Espagne, en réponse à la pandémie du Covid, le gouvernement et les partenaires sociaux ont développé de nouveaux programmes de formation qui s'appellent Numérisez-vous, Digitize Yourself. Ainsi, il nous faut anticiper les besoins en matière de compétences, il nous faut garantir que nous allons mettre en place des processus d'apprentissage tout au long de la vie et il nous faut garantir que tous aient accès à ces dispositifs pour que même involontairement, nous n'engendrions pas encore plus d'inégalités au monde du travail et dans nos sociétés. Nous sommes convaincus que les normes en matière de travail et d'emploi au niveau international seront particulièrement importantes. Je peux citer la Convention 142 sur le développement des ressources humaines de l'OIT. Ce sont des outils comme celui-là qui peuvent vraiment nous aider à créer des environnements propices au dialogue social et au développement des compétences, un dialogue social dont nous avons besoin. C'est vraiment ce que je retire de ce rapport phare. Je pense que c'est une contribution d'une grande importance à un domaine qui devrait être plus intégré dans les efforts de tous, c'est-à-dire qu'il nous faut reconstruire au mieux après cette crise. Merci beaucoup, Guy. Cela mérite une salve d'applaudissements, je pense, à vous tous qui nous entendent virtuellement. Merci de cette perspective de l'OIT. Et puis, je m'adresse sans plus attendre à la ministre Anna Hallberg. Rappelons que cette initiative a vu le jour en Suède en 2016 dans un contexte de développement des inégalités. On s'inquiétait à ce moment-là de la montée possible des populismes à la suite de l'écart de ces inégalités. Bien sûr, est survenu ensuite quelque chose que personne n'attendait, la COVID-19. Alors, ça serait intéressant que vous nous disiez un petit peu ce qu'il en est des progrès réalisés ces 4 dernières années et cette initiative à laquelle vous avez présidé. En quoi fait-elle la différence? Merci, Monsieur Taylor. Merci de ces questions tout à fait pertinentes. Alors, je voudrais commencer par remercier l'unité de soutien du Global Deal qui a coordonné nos efforts et qui a coordonné également toute la préparation du rapport phare. Ce rapport, il résulte aussi de la collaboration entre le CDE et l'OIT. J'en profite pour remercier le secrétaire général Gouria et le directeur général Ryder. Merci de votre soutien, de votre appui, vous les cofondateurs de ce Global Deal. Évidemment, le rapport, il dit à quel point il est essentiel d'avoir un dialogue social pour mettre en place des conditions de travail décentes, des relations avec les partenaires sociaux qui soient satisfaisantes et pour améliorer à terme la vie en société. C'est d'autant plus vrai en cette période de crise. Je commencerai, je pense, par la première partie de votre question. Vous me disiez pourquoi est-ce que la Suède a initié cette initiative et en quoi cette initiative fait-elle la différence? Alors, initialement, c'est une idée qui a été développée avec l'OIT, l'OCDE et la Suède, bien sûr. N'oubliez pas aussi que c'est une initiative qui est fondée sur la certitude que le dialogue social, un bon dialogue social sont bénéfiques pour la société. Puis n'oublions pas non plus que l'intérêt et la nécessité de ce travail est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors,
Par ailleurs, c'est une plateforme qui permet des interactions, qui permet bien sûr un échange qui soit bénéfique à la fois pour les partenaires sociaux, les salariés et les pouvoirs publics. Et lorsque l'initiative a été lancée, on sait que l'économie était en train de se redresser de la crise financière précédente, celle de 2008. Entre-temps est survenue la crise de la COVID-19. Et il faut du temps pour savoir quelles vont être les conséquences. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la conjoncture mondiale est totalement différente et je ne sais pas si la donne n'a pas changé. Et là, je rejoins ceux qui m'ont précédé pour dire, mais bien sûr, et d'autant plus, le dialogue social est absolument essentiel pour passer ce cap difficile et sortir de cette période délicate qui est chargée de difficultés, mais qui est aussi porteuse d'opportunités si nous travaillons ensemble et si nous respectons et utilisons au mieux le dialogue social. Alors, bien sûr, l'impact sur le marché du travail est colossal. Des millions de personnes ont perdu leur emploi. Et en cette journée de lancement du rapport, eh bien, je vous rappelle que nous avons notamment un aperçu, une présentation dans le rapport des activités concrètes qui ont été mises en place par les partenaires pour promouvoir le dialogue social dans différents contextes. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est illustré, on l'a vu. Il y a eu des accords, un nombre très important d'accords dans les différents pays qui ont été négociés avec les partenaires sociaux du fait de la pandémie. Et dans un tel contexte, moi, je pense que la plateforme, le partenariat Global Deal est plus pertinent que jamais. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, comment les choses ont-elles évolué ces derniers mois, ces dernières années? Eh bien, nous savons bien sûr que la participation s'est développée. Nous sommes plus de 100 aujourd'hui. Et de mon point de vue, on peut peut-être faire encore mieux, même beaucoup mieux. Je pense qu'il faut être plus nombreux pour pouvoir en faire davantage. Il y a bien des partenaires, que ce soit les pays, les syndicats, les entreprises. Ils sont là, les uns et les autres, pour dire utilisons le dialogue social pour garantir la croissance et des emplois de qualité. Je crois vraiment que ce deal, ce Global Deal, est une plateforme unique qui nous permet de mettre en place ce changement. Alors, je pense qu'il faut vraiment, je crois, faire la publicité autour de cette initiative, le Global Deal, pour que nous ayons, je dirais, davantage de participants et donc davantage de partenariats, toujours dans le cadre de notre initiative. C'est, si vous voulez, par le concret que l'on progresse, les initiatives concrètes des partenaires. Alors, le dialogue social, ce n'est pas un petit remède à la va-vite pour régler les problèmes à court terme, pas du tout. Il y a bien sûr des dimensions différentes selon les pays et des cadences différentes pour progresser selon les pays, et ça on le respecte complètement. Mais n'oublions pas que dans cette période difficile, il faut essayer d'avancer la main dans la main et en travaillant ensemble, eh bien, on pourra aller beaucoup plus loin et l'initiative qui est la nôtre s'y prête tout particulièrement. Je sais que vous avez tous participé, ou en grand nombre en tout cas, à la conférence à haut niveau qui s'est tenue au mois de février. Heureuse de savoir que vous avez pu vous réunir à Paris, que vous avez réussi à discuter avant le début de la pandémie. Selon moi, c'était vraiment une application pratique de comment peut fonctionner le Global Deal, hein, c'est-à-dire comment les partenaires peuvent travailler davantage ensemble si on se rencontre, si on travaille la main dans la main. Alors, la suite, eh bien, je pense que il faut, je crois, mettre en place davantage d'activités interactives qui vont encore créer de la valeur ajoutée. Et je pense aussi que nous avons vraiment tout est présent pour que nous puissions progresser. Je suis très heureuse que cette initiative existe, soutenue par le CDE. Et je pense que là, maintenant, nous avons, si vous voulez, les bases nécessaires et il va falloir continuer notre effort après cette étape difficile où nous partageons justement tous nos problèmes. Alors, moi, mon mot d'ordre, ce serait travaillons ensemble
N'oublions pas, le Global Deal est plus pertinent que jamais. Utilisons cette plateforme au bénéfice des salariés et des autres, des partenaires sociaux. C'est vraiment un gagnant-gagnant qui nous est offert. Merci, Madame la Ministre. Une présence virtuelle, mais non moins sincère pour autant. Je sais que vous interviendrez à nouveau à la fin de nos débats tout à l'heure. Je pense que nous pourrons revenir sur les points très intéressants que vous avez évoqués. Nous allons passer à une autre étape de cette réunion, c'est-à-dire que nous allons, si vous voulez, avoir une discussion de groupe sur le rapport phare. Alors, n'hésitez pas à poser des questions aux membres de cette table ronde. Il y a un chat, donc un petit écran sous vos yeux qui vous propose de discuter. C'est le chat. Vous pouvez intervenir donc et vous adresser aux intervenants. Il suffit d'allumer la vidéo si vous souhaitez intervenir ou que vous soyez je vois par exemple Madame Tunomoloy, qui est vice-ministre de l'Emploi et du Travail de la République d'Afrique du Sud. La voici. Bonjour Madame. Vous êtes à Pretoria, sauf erreur. Merci de nous avoir rejoints. Nous avons également Sharon Barreau, qui est secrétaire générale de la CSI. Nous avons également Sana Lindgren, directrice de la culture et de la communication de l'Index, une entreprise de confection basée à Stockholm. Nous avons également le directeur exécutif par intérim d'Oxfam, José Maria Vera. Vous êtes à Madrid, je crois. Merci à vous tous d'être présents pour cette conversation par Zoom. Alors, une première série de questions, si vous le voulez bien, qui va s'intéresser au rôle du dialogue social sur les conséquences de la pandémie COVID-19. Alors, Madame Boitumelo Molo, ce qui est intéressant en Afrique du Sud, c'est que lorsque le Covid a éclaté, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et les entrepreneurs sont engagés dans un dialogue pour trouver une sorte de gestion nationale. Et je sais qu'il y a eu un dispositif de chômage partiel qui a été adopté assez tôt au mois de mars, d'autres mesures aussi. Et ce serait intéressant que vous nous racontiez l'historique de tout cela. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer cet accord et quels sont les enseignements que vous retirez de cette expérience? Je vous remercie. Tout d'abord, je souhaitais remercier les autres qui nous accueillent aujourd'hui, qui nous accueillent donc à la présentation de ce rapport phare 2020. Et je voulais remercier également le modérateur, Alex Taylor, et puis bien sûr M. André Gorilla et M. Guirayda de l'OIT. Ainsi que Anna Hallberg, qui est ministre des Affaires nordiques en Suède. Et puis, je souhaite également remercier Sharon Barrow, Sana Lindgren et José Maria qui sont avec moi pour animer ce débat. Merci à vous tous. Je serai brève. Vous savez probablement que le processus que nous avons mis en place est tout à fait dans le droit fil de ce qui se fait au niveau du Global Deal. On a une structure qui s'appelle Netlet et qui est une plateforme de débat avec les partenaires sociaux. Et sur cette plateforme, nous mettons au point un certain nombre d'accords, de conventions où sont représentés à la fois les syndicats, les fédérations professionnelles, un certain nombre d'organisations sectorielles aussi qui représentent des instances nationales, donc qui représentent à leur tour toute une série d'activités qui relèvent de la même branche, y compris par exemple celles qui représentent les communautés en Afrique du Sud. Alors, les partenaires sociaux
ont eu la grande sagesse de faire appel à un cadre de protection sociale nationale et il a été, par exemple, convenu au niveau des partenaires sociaux de mettre en place toute une initiative COVID-19 qui a été là précisément pour essayer d'atténuer les effets de la pandémie sur les travailleurs, sur les entreprises qui étaient affectées par la fermeture temporaire de certaines activités. Alors, nous, si vous voulez, nous sommes, je le disais, le ministère, je représente le ministère de l'Emploi et du Travail. Nous avons travaillé, et mon ministre de tutelle a travaillé autour du début mars, et finalement, le 20 mars, après discussion avec les partenaires sociaux, nous avons annoncé cet accord. On s'était dit que on s'était dit que 40 milliards de rand auraient été consacrés à ce fonds d'aide aux entreprises. En réalité, à ce stade, nous avons déjà dépensé 48 millions de rand, pardon. Et Oh dear, we seem to have lost you. It's the kind of thing that... Nous avons perdu notre intervenante, Madame Molloy. Ce sont des choses qui arrivent. Mais Madame est de retour. L'intérêt de cette initiative et de ce dispositif, c'était précisément d'adopter des mesures de chômage partiel qui ont permis de ne pas licencier purement et simplement les salariés. Et le Forum de l'emploi, cette instance nationale, malheureusement, madame, je suis désolée, un petit souci technique, c'est malheureusement souvent le cas avec les réunions Zoom. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous un petit peu plus tard et sans plus attendre, je vais donner la parole à Sharan Barrow qui est à Bruxelles. J'imagine que la chaîne d'approvisionnement n'est pas épargnée, bien sûr, par les effets de la pandémie et puis aussi tout le travail informel a été touché. Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez dans quelle mesure le dialogue social au niveau tant international que national a fait face à cette crise. Sharan, si vous voulez, les chaînes d'approvisionnement mondiales, elles vont mal pour toute une série de raisons. Avant même la pandémie, on a vu un creusement des inégalités avec une montée de la colère. Les gens n'arrivaient plus à vivre de ce qu'ils gagnaient. Bien trop souvent, ceci avait un impact sur la demande mondiale. Et on a vu à ce moment-là, si vous voulez, un glissement des flux d'investissement. Et en fait, la COVID-19 n'a fait que accentuer ceci. La ministre sud-africaine venait de vous présenter le type d'aide qui peut se faire au niveau national. Et effectivement, et je suis contente de ce que l'on lit dans le rapport, à savoir que la négociation collective reste importante avec les partenaires sociaux. Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs dans beaucoup de pays en développement aussi, avec des mises en place de régimes de protection sociale, protection des revenus, accès aux soins de santé, etc. En revanche, ce qui n'a pas été possible pour bien des pays pauvres, ça a été d'aider les entreprises autant que nécessaire, avec bien sûr les conditions qui ont été évoquées par la ministre qui présidait justement au déclenchement des aides, au salaire en particulier et à l'activité. Alors, dans un premier temps, si vous voulez, on avait une chaîne d'approvisionnement qui a été touchée, les salariés, les services douaniers, tout cela ont été les premiers qui ont été touchés. Il fallait les aider. Ensuite, il a fallu voir comment est-ce qu'on pouvait se faire aider au plan mondial pour redresser cette chaîne d'approvisionnement. Exemple typique, le textile, la confection. Les employeurs, l'OIT et nous-mêmes avons travaillé sur ce sujet. Et dans les pays où le textile et la confection connaissent des difficultés en raison de la chute
de la demande mondiale. Là, on a agi, mais il y a eu d'autres régions qui sont concernées. On sait, par exemple, pendant la crise 2008-2009, il y a eu des consultations du dialogue social autour précisément du manque d'équité en termes de capacité. Et on a considéré que les banques, depuis lors, devaient constituer des réserves plus importantes, car tel avait été le problème à l'époque, ce problème des réserves bancaires. Les grandes entreprises dans les secteurs les plus vulnérables de certains secteurs, pas simplement la confection, eh bien, elles n'avaient pas 3 mois de réserve de trésorerie, ces entreprises, pour pouvoir protéger les salariés, voire pour honorer des contrats qui avaient déjà été passés. Voilà, les domaines, on s'est dit, là, il faut essayer de fournir un soutien, mais pour l'avenir, il nous faudra un plan beaucoup plus exhaustif qui mettra en place, si vous voulez, un contrat social beaucoup plus vaste et qui protège les emplois. Et les chaînes d'approvisionnement sont importantes au niveau international pour les questions d'offres et de demande, mais les questions technologiques rentrent également en ligne de compte. Et comment créer des modèles internationaux où on fabrique pour le marché national, même si c'est dans un cadre international. Et donc, comment formaliser une bonne partie des emplois sur le marché noir, le marché informel. Je dois également aborder la question suivante, enfin répondre à la question suivante, la question des employés dans le domaine des transports maritimes. Nous avons des employés qui sont coincés depuis des mois sur des navires et au titre de la convention de la mer et la convention de l'OIT, normalement, ils ont une garantie de rotation. Mais ça n'a pas été possible parce que malgré les efforts de l'OIT, de l'OCDE également, des Nations Unies, beaucoup d'associations et de groupes dans le monde, même bien sûr l'Organisation mondiale de la mer, nous ne pouvons pas permettre à des pays de ne pas justement permettre aux employés de revenir chez eux. Donc, on ne peut pas dire que le monde du travail doit rester comme il était. Il faut vraiment examiner ce que doit devenir le marché du travail. Il faut trouver également le plan qui nous y mènera et les instruments tels que les conventions collectives qui pourront sous-tendre cet effort. Je parlais à des collègues hier soir et on voit que il y a beaucoup de plans qui sont conçus dans les pays développés grâce au dialogue social. Et en Afrique du Sud, il y a d'ailleurs une négociation cette semaine, c'est un modèle que nous devons développer partout. Comment est-ce que les partenaires sociaux et les gouvernements peuvent se mettre d'accord sur un avenir qui est vraiment caractérisé par un contrat social pour l'emploi, pour la protection sociale universelle et comment peut-on mettre en place un projet de transformation pour l'implication des femmes et une transition juste pour la technologie et le climat, qu'on ne peut pas ignorer. Donc, je dirais que la déclaration du centenaire de l'OIT, justement, donne un cadre pour ces questions, permet de mieux comprendre les relations entre patronat et employés. Et il nous faut vraiment mettre en avant les protections nécessaires et mettre en avant la mise en œuvre justement de la déclaration de l'OIT tout le long de la chaîne de valeur, de la chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup, Sharon Biro. Merci beaucoup, Madame Molloy. Nous vous avions perdu. Je reviendrai avec vous dans un instant. J'aimerais tout d'abord me tourner vers nos deux autres panélistes. Sana Lindgren, la pandémie, bien sûr, a mis au jour un certain nombre de fragilités, notamment dans les chaînes d'approvisionnement internationales qui fonctionnent avec des marges très, très faibles et qui comportent beaucoup de travailleurs pauvres également dans ces rangs. Quel changement appelez-vous de vos voeux pour faire en sorte que ces chaînes d'approvisionnement soient plus résilientes?
Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité pour exprimer le point de vue de l'Index. C'est très important pour nous de contribuer à ce type de débat. Concernant la résilience que vous avez évoquée, on peut voir que l'impact de la COVID-19 a justement mis au jour, oui, la vulnérabilité, la fragilité et les enjeux qui sont ceux de la chaîne d'approvisionnement dans la confection, et notamment pour les femmes qui représentent la majeure partie des employés dans ce secteur. Elles sont sous-représentées dans les syndicats et dans d'autres organisations. Qui plus est, les femmes souvent sont des aidants, elles doivent s'occuper des enfants, des malades et des parents. Ainsi, il est de plus en plus important, plus que jamais, que nous ayons une approche transparente et holistique pour faire en sorte que les collaborations à tous les niveaux soient possibles. Les effets immédiats de la crise ont été effectivement sévères, mais la situation actuelle nous offre également la possibilité de reconstruire de manière plus durable. Mais pour cela, il faut une collaboration entre le secteur public et le secteur privé. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Index a soutenu les efforts dans ce domaine jusqu'à présent, et d'où l'intérêt du dialogue social entre le secteur public, le dialogue entre le secteur public et le secteur privé également, pour construire des systèmes de sécurité sociale qui fonctionnent justement pour les travailleurs et avec des cotisations, des prestations chômage. Il nous faut autonomiser, je dirais, les employés, les travailleurs et travailleuses. Il faut des conventions collectives dans les différents secteurs du marché du travail. L'émancipation des femmes, pour nous, est essentielle. Il nous faut améliorer la situation des femmes dans le secteur de la confection au niveau international et travailler pour une égalité homme-femme. Chez l'Index, nous avons un programme pour les femmes, pour améliorer leur situation dans le monde, pour permettre des règlements numériques de leur salaire et des formations pour les femmes en particulier. J'aimerais donner un exemple de collaboration couronnée de succès concernant les versements numériques du salaire. C'est au Bangladesh. Le paquet de relance est uniquement disponible au Bangladesh pour les employeurs qui payent leurs employés de manière numérique. Nous avons travaillé avec une alliance de Nations Unies. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec eux avec très peu de succès pour justement transformer les paiements en liquide en paiements numériques. Et au cours des derniers mois et des dernières semaines, la chose a beaucoup évolué justement. Mais pour amener cela à une échelle plus importante, il faut travailler avec le secteur public et le secteur privé. Et il faut bien sûr que le dialogue social doit jouer un rôle important là-dedans. Merci pour ces commentaires préliminaires, Madame Lindgren. Je vais me tourner maintenant vers José María Vera de Oxfam. Le rapport que nous publions aujourd'hui met en avant le problème des inégalités dues à la pandémie. Nous avons évoqué les travailleurs faiblement payés et les travailleurs précaires. Ce sont eux qui sont le plus touchés par la crise. Je me demande comment Oxfam analyse justement la situation actuelle et y a-t-il des exemples qui vous viennent en tête, justement des exemples précis de la situation. Merci Alex, ministre Albert, Guy et Angel. Merci beaucoup de nous avoir invités et merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce rapport phare. Il est vraiment très très bon. Oui, nous sommes d'accord avec cette analyse et la pandémie, on le sait, met au jour, mais exacerbe également énormément les inégalités. Nous appelons ça le virus de l'inégalité. Nos travaux de recherche montrent que 500 millions de personnes pourraient se retrouver plongées dans la pauvreté du fait du Covid-19, ce qui nous fait revenir des décennies en arrière dans la lutte contre la pauvreté, bien sûr. Mais nous devons relier cette souffrance, je dirais, dans les classes les moins favorisées, à l'inactivité des élites et des gouvernements vis-à-vis cette situation qui dégénère. Nous avons publié un rapport la semaine dernière sur la pandémie et les résultats économiques, et on y lit que 32 des entreprises, des plus grandes entreprises du monde, ont vu leurs bénéfices dépasser de 109 milliards leur
revenus de leurs bénéfices de l'année dernière. Nous avons vu également une valorisation supérieure de 3 000 milliards des valeurs en bourse par rapport à l'année dernière. Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, pourrait payer tous ses employés, les 860 000 employés, aujourd'hui, $1 500 à tous ses employés, et il serait toujours aujourd'hui aussi riche qu'avant la pandémie. Ainsi, ces grandes entreprises sont accusées d'empêcher leurs employés de s'organiser et de faire porter leur voix. Et c'est dû à un modèle économique qui permet à ceux qui ont le plus de pouvoir et de richesse à accabler ceux qui ont moins les moyens de se défendre, les femmes, les minorités ethniques, les migrants. Je pense en particulier à l'Inde où de centaines de travailleurs sur des plantations, notamment des femmes qui récoltent le thé, n'ont pas été payés depuis des semaines alors que les entreprises qui les emploient ont vu leurs bénéfices augmenter. Dans d'autres endroits, des milliers de personnes ont été licenciées sans verser d'indemnités alors qu'elles versent jusqu'à 136% de leurs bénéfices en dividendes à leurs actionnaires. Le Covid a exacerbé toutes ces questions, mais comme vous l'avez tous dit, le dialogue social, c'est un acte de résistance. Il permet de rééquilibrer la balance de pouvoir en faveur des travailleurs et c'est pourquoi le Global Deal a un rôle aussi essentiel à jouer. Merci beaucoup. Merci, José María. Merci. Vous nous envoyez d'ores et déjà des questions, ceux qui vous qui nous regardez. Vous pouvez continuer, bien sûr. Nous en avons reçu un certain nombre. Donc, si vous pouviez répondre brièvement, je m'adresse à nos orateurs, ça nous permettra justement de répondre à d'autant plus de questions. Avant de parler un peu plus avant du rôle du dialogue social et des partenaires sociaux pour promouvoir le développement des compétences et les systèmes d'apprentissage à l'âge adulte et de l'avenir du travail, j'aimerais me tourner à nouveau vers la secrétaire d'État, Madame Malloy, pour évoquer la réponse de l'Afrique du Sud au Covid-19. Le gouvernement et les partenaires sociaux, je crois, Madame, se sont mis d'accord sur un plan d'action pour la reprise économique au moment post-Covid, je dirais. Qu'est-ce que ce plan prévoit et quel est le rôle des partenaires sociaux dans sa mise en œuvre? Si vous pouviez nous donner, s'il vous plaît, une réponse assez brève sur cette question. Merci, merci beaucoup. À nouveau. Alex Taylor. Je dois également attirer votre attention sur le fait qu'en Afrique du Sud, au deuxième trimestre, nous avons perdu 2,2 millions d'emplois et des milliers de travailleurs ont été temporairement aussi licenciés. Des milliers de salariés temporaires ont été licenciés. Nous avons dû effectivement réagir à cette hausse du chômage. Et nous disposons désormais d'une plateforme pour envisager des plans justement pour ressusciter l'économie après le Covid. Mais surtout, je souhaitais vous informer du fait que notre président, son Excellence Cyril Ramaphosa, préside également un comité de ce plan 2 fois par mois pour s'assurer des progrès réalisés par rapport aux engagements qui ont été pris par les partenaires sociaux au début de ce plan. Je crois que ce qui est d'autant plus significatif, c'est que le 15 octobre, notre président, son Excellence Cyril Ramaphosa, a révélé un plan de reprise économique pour l'emploi, dont le but est de permettre une reprise accélérée de notre économie, comme la plupart des économies qui ont été affectées gravement
par la COVID-19. Le but est de créer des centaines de milliers d'emplois et de refaire progresser l'économie de 3% et d'augmenter les dépenses publiques en infrastructure de 1 000 milliards de rand et de créer 300 000 postes d'assistants scolaires. Pour cela, nous avons mis de côté 13 milliards de rand qui seront injectés pour justement créer 800 000 emplois de plus d'ici à la fin mars 2020. 86 milliards de rand vont également être dépensés pour la création d'emplois au cours des 2 prochaines années. Et pour conclure cette question, nos objectifs, l'objectif de ces plans, c'est de créer des plans grâce au développement de l'infrastructure et des programmes d'emploi de masse. Nous voulons industrialiser notre économie en mettant l'accent sur les petites entreprises, et les grandes également, et en accélérant la croissance des investissements. Nous voulons lutter contre la corruption et la criminalité également, qui est un énorme problème dans notre pays. Et nous voulons améliorer les capacités de l'État, entre autres. Concernant le marché du travail, la reprise économique doit permettre de protéger les emplois dans les secteurs fragiles qui ont été particulièrement frappés par la vague du COVID-19. Merci beaucoup. Merci madame. Sharon Barrow, je me tourne à nouveau vers vous. Vous avez plaidé pour une approche humaine dans le cadre de la déclaration du centenaire de l'OIT, de son application. En matière d'acquisition de compétences et de qualification de tous les adultes tout au long de leur vie, vous nous dites que donc c'est le rôle des gouvernements également. Comment pensez-vous que le dialogue social peut être amélioré par ce biais? Notre expérience, notre constat, c'est que là, il y a du dialogue social, là, il y a une conciliation justement concernant la manière de développer les compétences dans la formation initiale, la formation tout au long de la vie. Eh bien, c'est quand il y a eu cette conciliation que la chose est couronnée de succès. L'idée étant de financer cela de manière paritaire entre le privé et le public. Mais toute compétence nécessite de prendre en compte la transition que l'on traverse, que ce soit la transition de l'économie ou la transition du climat. Tous les secteurs toutes les industries doivent connaître une transition. On sait qu'il faut tout d'abord un accord sur ce que veulent dire ces mesures de transition dans le contexte du plan de transition, ce qui veut dire sécuriser les retraites, notamment pour les travailleurs un peu plus jeunes. Il faudra un soutien aux compétences et au reclassement, un soutien également aux revenus pour les personnes qui sont en transition. Mais plus largement, nous devrons nous adapter aux enjeux d'un nouveau modèle économique. Et à l'avenir, on sait que la technologie constituera bien sûr une opportunité à saisir, mais également une menace. Ce que nous a dit l'intervenant d'Oxfam, effectivement, il a souligné le monopole des grandes entreprises des GAFA. Il faut les fragmenter et il faut, grâce à la taxation, grâce aux conventions collectives, grâce au dialogue social, être sûr que ces entreprises ne traitent pas leurs employés comme des robots, mais bien comme des personnes et qu'ils les forment. Ainsi, les compétences sont au centre de ces efforts, de ces initiatives. Il nous faut d'abord avoir un plan, un projet pour l'emploi auquel on pourra les intégrer. Sur la question des salaires, si nous ne mettons pas la protection sociale et les salaires dans les discussions, on n'aura pas la confiance des travailleurs. Il faut vraiment, si on veut vraiment avoir une approche centrée sur l'humain. Merci beaucoup. J'aimerais entendre le point de vue de Sanna Lindgren sur cette question. Bien sûr, des nouvelles compétences seront de plus en plus nécessaires dans tout le secteur de la confection, de la conception. Et je serais intéressé de savoir comment l'Index gère justement le développement des compétences de ses employés. Quels sont les principaux enjeux qui sont les vôtres et quelle est votre contribution en matière de dialogue social pour façonner justement des stratégies pour l'avenir et des programmes de formation?
Merci. Nous répondons à cette question de différentes manières parce que c'est très important pour nous d'assurer l'avenir des entreprises et la résilience passe par là. Nous sommes une entreprise suédoise, nous croyons et appliquons les valeurs de la Suède. Nous l'appliquons bien sûr et de sorte que le dialogue avec les partenaires sociaux va de soi. Nous débattons en permanence des compétences, de la mise à jour des qualifications dans le contexte de ce dialogue, bien sûr. Mais ce qui est le plus important, si vous voulez, c'est ce qu'on apprend au quotidien. Donc, nous essayons de travailler avec les équipes en boutique, à la production, pour qu'elles apprennent les unes des autres, et ça au jour le jour, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, et c'est comme ça qu'on comprend vraiment les situations et les besoins. Et puis, il y a un autre volet important, bien sûr, c'est le dialogue avec les représentants des salariés, les partenaires sociaux, les syndicats. Nous avons ça qui est inscrit dans notre culture d'entreprise, bien sûr, et nous abordons les questions liées aux compétences avec les syndicats, les représentants syndicaux. On parle bien sûr des valeurs qui doivent être développées. Cela fait partie de notre ADN. Nous voulons que le potentiel de chacun soit exploité au mieux. Et puis, si vous voulez, du point de vue de l'entreprise, bien évidemment, nous avons tout intérêt à ce que, bien sûr, les salariés soient qualifiés, le plus qualifiés possible pour qu'ils sachent aussi continuer à apprendre et à diriger eux-mêmes ou leurs camarades. Donc, c'est extrêmement important pour nous. On en parle en interne et on met en place toutes les formations qui permettent aux salariés de développer leurs compétences dans le long terme. La capacité d'apprentissage, elle est déterminante à la fois pour la personne et pour l'avenir de l'entreprise. Et puis, une autre manière, bien sûr, d'utiliser le dialogue social, c'est demander comment est-ce qu'ils se sentent au sein de l'entreprise, comment est-ce qu'ils vivent les choses. Vous savez, notre engagement est connu, celui de nos salariés aussi, mais nous sommes bien conscients qu'il faut que nous collaborions encore plus à l'avenir avec les salariés, avec leurs représentants. Donc, on explore de nouvelles possibilités avec des outils, par exemple, digitaux, qui vont nous permettre de leur demander comment ils vont, comment se passe leur développement, mais aussi d'envisager les besoins à venir, à la fois au niveau de la personne et de l'entreprise. Donc, ça, c'est l'une des pistes que nous explorons actuellement. Merci beaucoup de cet exemple. Je crois que, si vous voulez, on peut dire que les partenaires du Global Deal ont pris des centaines d'engagements pour promouvoir le dialogue social, car c'est bien un moyen d'obtenir des conditions de travail décentes, une croissance inclusive. Et je crois que, notamment dans le rapport de cette année, il y a toute une série d'engagements Global Deal qui ont été pris par les partenaires avec des informations sur les modalités pratiques. Alors, j'aimerais bien revenir, si vous voulez bien, Sana, à ce que vous disiez. Vous disiez que dans le textile et la confection, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, une disproportion, bien sûr, qui a pesé suite à la pandémie. Alors, comment est-ce que l'entreprise promeut l'égalité entre les sexes et creuse, justement, essaie de pallier, pardon, cet écart entre les sexes? Alors, vous savez, les femmes, effectivement, sont les effectifs les plus importants, mais pour autant, l'encadrement et la direction générale sont surtout, les postes sont surtout occupés par des hommes. On est bien conscient de ce problème mondial et on a mis en place un programme en collaboration avec l'ICEAD et avec donc la direction, nous travaillons pour justement faire évoluer la culture de l'entreprise et pour promouvoir l'égalité entre les sexes au sein de l'entreprise. Nous essayons de résoudre l'écart, notamment chez les cadres, dans la direction pour que les femmes bénéficient justement des formations nécessaires pour accéder à ces postes de direction, ce qui va permettre de réduire l'inégalité entre les sexes.
Et puis, nous avons ce partenariat privé qui est mis en place avec les SAD et ce programme prendra fin en novembre 2020. Nous avons mis en place, bien sûr, un programme qui est ouvert aux autres entreprises, aux autres sites, car nous souhaitons qu'il ait un impact de long terme. Et enfin, nous sommes en train de mettre en place des critères de performance qui peuvent être ensuite inclus par les managers dans leur système d'évaluation. Donc, on a donc cet accord qui est encore avec cet accord qui s'est fait en partenariat avec un certain nombre d'entreprises. Ceci devrait permettre de déployer ce système de management dans l'entreprise, mais aussi dans la supply chain, dans la chaîne d'approvisionnement, puisque nous l'avons mis en place dans nos sites de production, par exemple en Inde. L'objectif, c'est qu'à l'horizon 2025, la totalité de notre chaîne d'approvisionnement sera couverte par cette initiative. Je pense que c'est plutôt un bon palmarès en matière d'égalité entre les sexes, n'est-ce pas? Merci, Sana. Une question à José Maria. Je pense que évidemment, Oxfam a fait une analyse assez récemment, si vous voulez, du marché du travail. Est-ce que vous pensez qu'après le drame que représente cette pandémie, est-ce que les conditions seront meilleures? Merci, Alex, et merci également aux participants de leur intervention. Évidemment, c'est un enjeu important. Ce qui se passe pendant la crise, ce qui se passera après. Nous avons pris l'engagement de réduire l'index ou l'indice d'inégalité. Il y a une composante, bien sûr, emploi dans tout cela. C'est un indice qui prend en compte une vingtaine d'indicateurs sur 28 pays pour comprendre comment il est possible de réduire les inégalités entre les pays. Il y a le droit du travail qui est concerné, qui met l'accent en particulier sur le travail des femmes. Et puis, il y a également la question de la fiscalité et la question de la santé et de l'éducation qui sont concernées donc, par ce programme. Il y a quelques jours, nous venons de publier ce dernier index ou indice. Je vous invite à le consulter, voir où est votre pays, comment il se comporte. Vous verrez donc cet indice d'inégalité. Pour la suite, eh bien, vous savez, et vous dire à quel point les gouvernements n'étaient pas prêts et préparés à la pandémie. Plus de 100 pays, eh bien, aujourd'hui, dans plus de 100 pays, il y avait un travailleur sur 3 qui n'avait pas de protection sociale ou de protection de l'emploi. Alors, de ce point de vue, dans l'index, il y a tout un tas de récits qui sont faits, qui renvoient au moment, au temps chaud de la pandémie, mais maintenant, par exemple, USAID, l'aide américaine, qui aide notamment un pays comme le Libéria, eh bien, n'a pas pu aider pour des raisons juridiques pendant la période du Covid. Même chose en Inde aussi, des suspensions d'aide pour des raisons juridiques. Donc, il est important de souligner dans le même temps que, par exemple, la Corée du Sud a fait face en mettant en place un système d'aide universel pour 22 millions de foyers coréens. Et puis en Espagne, ici, on a mis en place un revenu minimum pour 2 millions de personnes. Et là, le dialogue social a joué un rôle important dans l'élaboration de ces initiatives. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Oui, bien sûr, il faut que les gouvernements travaillent ensemble pour faire face aux inégalités, car quasiment tous les gouvernements n'en font pas assez actuellement. Ce n'est pas simplement Oxfam qui agit, mais il faut que les gouvernements également interviennent. En Éthiopie, par exemple, on voit qu'il est important, par exemple, d'augmenter l'aide publique. En Sierra Leone aussi, pourquoi pas? Enfin, ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais ce qui montre en tout cas, c'est que les inégalités ne sont pas une fatalité. Elles sont liées à des politiques
qui peuvent être modifiées et adoptées, le cas échéant, avant et encore plus maintenant après la COVID. Alors, des questions, hein, bien sûr, hein, des participants. Je vous remercie beaucoup d'avoir communiqué vos questions. Alors, si vous le souhaitez, posez vos questions. Nous avons une dizaine de minutes. Il y a actuellement, si vous voulez, 60 millions de travailleurs qui travaillent dans le secteur informel. Alors, est-ce que le dialogue social ne devrait pas prendre en compte tous ces gens qui travaillent dans l'économie informelle? Alors, Sharon, oui, mais bien sûr, c'est déterminant. S'il y a 500 emplois qui sont perdus dans le secteur formel, 1,6 milliard de personnes confrontées à une perte d'emploi dans l'économie informelle, on ne peut pas reconstruire sur de telles bases. Et le problème ne se pose pas simplement dans les pays en développement, et ça se pose aussi sur toutes les plateformes digitales et dématérialisées dans tous les pays. Je pense qu'il faut appliquer la règle de droit et les lois. Dans la déclaration du centenaire, les employeurs, les partenaires sociaux et les représentants des salariés prévoient, si vous voulez, un dispositif minimal qui couvre tous les secteurs, qu'on ait un contrat de travail ou pas. Ce qui est couvert, c'est bien sûr les droits fondamentaux, la santé, la sécurité. Là, il faut absolument faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment un gros sujet à l'OIT actuellement. Et puis, il y a aussi la nécessité d'un revenu minimal. À quoi ça sert de bâtir de la richesse si on n'est pas prêt à partager cette prospérité à travers, par exemple, la fiscalisation? Ça, c'est la recette. Vous appliquez ça à tous les emplois et vous allez éliminer le risque fondamental d'emploi informel, qui n'est rien d'autre que d'une exploitation qui ne respecte pas la moindre humanité. Merci. Comment, si vous voulez, peut-on faire participer davantage les représentants des employeurs, les patronats en réalité? Peut-être que Sanna souhaiterait répondre à cette question? Oui, c'est une question un petit peu difficile puisque moi-même, je représente la partie employeur. Je peux vous parler de l'index. Je dirais que le dialogue social, les compétences qui sont évoquées dans le rapport, c'est quelque chose de très important. Je l'ai dit, la main-d'œuvre est féminine chez nous en grande partie. Donc, ça va de soi pour nous. C'est vraiment quelque chose avec quoi il faut travailler. On veut vraiment joindre nos forces à ceux des autres pour avoir une approche commune. Et j'espère que c'est ce que nous faisons, cette initiative et ce rapport inspirera d'autres que nous. Merci. On est tous d'accord, je crois, sur la valeur ajoutée du dialogue social, mais enfin, il y a beaucoup de pays où il n'existe tout simplement pas. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que l'OIT pourrait faire pour améliorer la situation, pour renforcer également la capacité? Qui est-ce qui souhaiterait peut-être rebondir sur cette question? Boitumelo, comment, je crois, favoriser le dialogue social? Je crois que vous l'avez beaucoup fait en Afrique du Sud. Oui, mais oui, nous nous débrouillons plutôt bien en matière de dialogue social. Mais j'aurais d'ailleurs voulu intervenir tout à l'heure lorsqu'on a parlé de l'économie informelle. Chez nous, en l'occurrence, ils sont représentés au sein de la NEDLAC. Non pas que, si vous voulez, ils aient une participation très formelle ou directe, parce qu'il y a des instances tout à fait figées et formelles qui sont représentées par des structures nationales. Donc, nous sommes d'accord pour dire que, bien sûr, ils doivent être consultés ponctuellement. Après, peut-être qu'il faudrait qu'ils puissent se mettre en place leur propre structure pour qu'ils puissent à terme faire partie, bien sûr, de nos structures telles que la NEDLAC. Il faut les intégrer parce que nous avons vu récemment, suite à la COVID-19,
que qui dit, si vous voulez, travail informel, ne veut pas dire que ça n'est pas couvert pour autant par la législation. Et il faut vérifier quelle est la législation et voir comment on peut les faire passer, ces gens, ces postes à l'économie formelle. Et puis, je crois qu'il y avait aussi José Maria qui voulait ajouter quelque chose justement sur ce point. Oui, oui, je voulais rebondir un petit peu par rapport à ces travailleurs du secteur informel avec évidemment le dialogue social. Et je vais donner quelques exemples. Et là, je vais dans le sens de ce que disait Sharon. C'est essentiellement les femmes qui occupent ce secteur informel. Et on voit bien que parfois, il est très difficile pour elles de subsister avec ce qu'elles gagnent. Et il faudrait les inclure dans l'économie, dans les règles, dans le dialogue social aussi. Je sais que, par exemple, le Sénégal a inscrit dans sa loi les droits des travailleurs informels. Donc, on a des exemples qui sont plutôt satisfaisants et qui ont abouti suite au dialogue social. Mais c'est effectivement, ça reste un défi. Ça n'est pas toujours simple. Une question à Sana. Je me disais que vous pensez que peut-être avec la baisse de la demande, la dégradation de la chaîne d'approvisionnement en Asie, d'accord. Écoutez, c'est probablement un des facteurs qui va changer, faire évoluer la nature de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il va falloir réfléchir à comment nous concevons un emploi pour que l'on puisse fournir du travail. Donc, à la fois, on fournit du travail, on formalise des postes existants à travers la chaîne d'approvisionnement, parce que nous n'aurons pas le même niveau de demande après cette crise. Et puis, cette économie circulaire, elle est absolument vitale pour stabiliser la planète. Il va falloir qu'elle s'applique dans tous les pays. Donc, il va y avoir des possibilités au niveau intérieur, mais ça va supposer, si vous voulez, une espèce de politique par secteur. Il va falloir aussi financer la reprise de l'emploi. Et pour revenir à cette question, à savoir comment est-ce qu'on peut faire participer davantage les employeurs? Très honnêtement, lorsqu'il y a, si vous voulez, un droit à la négociation collective dans la législation nationale, on est obligé d'avoir un dialogue social. Quand il y a médiation, puis consultation, puis peut-être arbitrage ou autre instance qui vont ou tribunal, quel qu'il soit, là, forcément, en amont, il y a du dialogue social. Donc, au final, on est ramené au droit, l'application du droit. Comment peut-on appliquer les droits fondamentaux et faire respecter les droits fondamentaux sans dialogue social? C'est tout bonnement impossible. Et il y a des groupes qui sont très impliqués par rapport à ces questions et par rapport au dialogue avec les représentants des syndicats. Et sachant que cette notion de la transition juste, bien sûr, est à prendre en compte aussi. Donc oui, bien évidemment, nous sommes certains que lorsque l'on applique le droit, One sentence, because we're running out of time. Do you feel responsible? Of course, we feel responsible for what we can affect, of course, and if it will turn out that there are lesser jobs in, for example, Bangladesh, it's more important, even more important that we continue to pour vous, factories and give them adequate skills and education, technical skills, for example, or digitalizing skills, etc. So, of course, we are following the development really closely. Thank you to all of you. I'm sorry to have rushed you a little bit. Thank you for making those very interesting comments. Il y a moins d'emplois, par exemple, au Bangladesh. Alors, il est d'autant plus important que nous continuons de soutenir et leur technique, car notion de très je suis la discussion qui est possible. Nous disons tous virtuellement dans le monde entier. Merci beaucoup. Si vous pouviez, s'il vous plaît, couper vos caméras. Merci beaucoup. Nous avons abordé un certain nombre de questions complexes. La pandémie de Covid-19, la question le rôle des partenaires sociaux dans le développement
des compétences et des formations pour adultes. Je pense qu'une des conclusions que l'on peut tirer d'ores et déjà, c'est l'importance d'investir dans un dialogue social pour améliorer tous les environnements de travail. Je vais demander à nos 3 intervenants d'introduction de se connecter à nouveau, d'allumer leur caméra pour reprendre la parole et pour répondre et réagir justement aux éléments évoqués dans le cadre de la discussion de panel. Anna Hallberg, Guy Ryder et Angel Gurria, puis-je vous demander... Ah, voilà, je vous retrouve. Merci beaucoup. Madame la ministre, je me tourne à nouveau vers vous pour 2 minutes, donc quelques conclusions sur la base de ce que nous venons d'entendre. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Taylor, et merci à vous tous pour cette discussion très discussion, pardon, c'est très intéressante et qui est vraiment une source d'inspiration. C'est maintenant la fin de cet événement de lancement du programme phare du rapport phare, pardon, du programme Global Deal. C'était une excellente opportunité justement pour, je dirais, mettre en lumière un certain nombre de ces initiatives et merci pour ces remarques des plus constructives. Au-delà de l'accent mis cette année sur le rôle du dialogue social pour promouvoir la formation tout au long de la vie, le rôle des partenaires sociaux face à la pandémie est impératif, on l'a vu. Comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, il est essentiel pour que les partenaires sociaux jouent un rôle de premier plan pour façonner le changement à notre époque difficile. Encore une fois, c'est justement le but de cette initiative du Global Deal, partager les expériences, des bonnes pratiques, mettre à l'épreuve certaines idées. Il est également essentiel de se souvenir des conditions, que les contextes des différents partenaires varient énormément d'un partenaire à un autre, entre un pays et un autre, entre un partenaire et un autre. Un modèle qui fonctionne bien quelque part pour un partenaire ne va pas forcément s'adapter dans un autre contexte, certes, mais justement, c'est le but de ce partenariat, d'évoquer ces questions. Si je puis aborder un autre élément, on a parlé pendant la discussion de l'implication des organisations de patronat et d'entreprise. J'ai passé presque toute ma carrière professionnelle dans le secteur privé et il me paraît évident que les entreprises, c'est dans l'intérêt des entreprises et des associations d'employeurs que d'embrasser justement, d'accueillir le dialogue social. Ce sera un garant d'une situation gagnante. Il faut impliquer les représentants des employés dans les discussions sur justement la compétitivité, sur les stratégies. Donc, essayons de le faire ensemble à l'avenir. La question du dialogue social, la collaboration tripartite est finalement si rare et si importante. Je pense que nous savons que c'est la solution à un grand nombre des problèmes que sont les nôtres à l'heure actuelle. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été une telle source d'inspiration. J'ai hâte, bien sûr, de continuer ce dialogue avec vous sur l'importance du dialogue social. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci de nous avoir rejoints. Je vais redonner la parole à Guy Ryder de l'OIT. En 2 minutes, vos remarques de conclusion. Merci, Alex. J'ai trouvé également que cette discussion était édifiante. Elle a été très large. Ont été évoquées les compétences, les inégalités, les chaînes d'approvisionnement, le secteur maritime. Et on avait l'impression, à écouter cette discussion, que une réponse pouvait convenir à tous, c'est-à-dire c'est le dialogue social. Et en l'occurrence, dans le domaine du travail, c'est vrai, c'est très difficile d'imaginer un sujet qu'il nous faut traiter et qui ne bénéficierait pas du dialogue social. Je crois qu'il y a des raisons transversales, c'est quelque chose que José María a évoqué aussi. Au bout du compte, le dialogue social, c'est un exercice de démocratie, un exercice de participation et c'est un exercice qui consiste à créer des issues, des solutions justes et équilibrées.
et en particulier à l'époque du Covid-19. Et c'est l'autre question, justement, si le dialogue social est si formidable, si on le pense tous, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Je crois qu'il y a deux réponses. Tout d'abord, c'est qu'il y a des raisons très rejet, ce refus politique du dialogue social. Pour ceux qui défendent dans le monde du travail une attitude, disons, les gagnants prendront tout, qui ne souhaitent pas partager et construire ensemble. C'est sûr que le dialogue social, ce n'est pas super, ils ne le voient pas comme quelque chose de constructif. Donc la deuxième raison, et je m'en tiendrai là, le dialogue social, ce n'est pas facile. La ministre Alberg nous l'a dit au début, ça ne se passe pas du jour au lendemain. On ne décide pas simplement. La Suède, par exemple, a créé des institutions, a créé la confiance en très longtemps, sur une très longue période de temps. Et je pense que le Global Deal, justement, peut aider à cet égard. Les participants, justement, peuvent connaître les formidables choses que nous évoquons tous ensemble. Merci Guy Ryder, directeur général de l'OIT, et Monsieur André Gorilla, secrétaire général de l'OCDE. Vous avez la parole pour un mot de conclusion. Merci beaucoup. Il nous faut mettre en place des politiques qui sauvent des vies, qui sauvent des emplois, qui permettent aux entreprises d'être plus flexibles pour améliorer la protection contre le virus dans le lieu du travail. Donc, d'ores et déjà, le dialogue social est un outil très utile, on le sait, mais bien sûr, la pandémie, ce n'est pas juste une crise sanitaire et une crise économique, c'est une crise des inégalités également. Elles ont été largement évoquées à la faveur de cette discussion. Les inégalités ont un prix énorme en matière de mobilité, d'investissement, d'éducation et de capital humain. Et les investissements physiques, en général, s'en trouvent amoindris. Ce sont ces investissements qui créent des emplois et cela sape la confiance, cette confiance qui est tellement nécessaire pour s'attaquer aux crises. Donc, il nous faut garantir que les fruits de la reprise ne profitent pas qu'aux plus riches, comme l'a dit Guy Ryder. C'est une question de partage. Comment faire en sorte que le Global Deal et le dialogue social nous amènent à mieux partager, à plus partager. Il faut que les marchés du travail génèrent plus d'emplois sûrs. Et c'est pourquoi le travail du Global Deal est une autre initiative très complémentaire et mutuellement renforçante, l'agenda 2030 pour le développement durable, la paix. Le dialogue social joue un rôle critique pour construire une reprise plus inclusive, plus résiliente et plus durable. C'est justement la raison d'être du Global Deal, générer des possibilités de résilience, de reprise durable. J'ajouterais, post-Covid, bien sûr, c'est une coalition de différentes parties prenantes qui œuvrent ensemble pour plaider pour le dialogue social comme moyen de s'attaquer ensemble aux enjeux et aux défis du marché du travail. Si je puis ajouter, le Global Deal, au bout du compte, c'est un dialogue social pour le bien-être. Si au bout du compte, il n'y a pas plus de bien-être, alors cette initiative sera vouée à l'échec. Veuillez compter sur le soutien de l'OCDE. Nous continuerons à travailler avec toutes les parties prenantes pour garantir que le dialogue social reste en tête de nos priorités. J'espère également, comme l'a dit la ministre Alberg, que nous pourrons recruter plus de membres, plus de gouvernements, plus d'entreprises et plus de membres de la société civile. N'a pas besoin d'être universel, certes, mais il nous faut une taille critique qui permettra justement de déployer des principes, qui nous permettra de proposer justement certaines des meilleures solutions que nous avons pu voir. En l'occurrence, dans le chapitre 4 du rapport phare, vous l'avez mentionné, Alex, il y a des exemples très précis. Et ces exemples, encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir 200 membres ou 200 pays membres pour agir, mais on peut au moins justement assurer la diffusion de ces bons exemples, de ces bonnes pratiques et qui seront bénéficiaires pour tous. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, des applaudissements virtuels pour nos orateurs. Effectivement, le directeur général de l'OIT
opinion du chef pendant vos mots de conclusion. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis votre pays. Nous avions des centaines de participants avec nous. Vous pouvez télécharger le rapport. Je suis sûr que notre discussion d'aujourd'hui vous en aura donné grandement envie. Vous pourrez découvrir les détails des aspects que nous avons évoqués. Voilà, vous pouvez télécharger le rapport dans son entièreté à l'adresse qui s'affiche ici. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci d'avoir posé des questions. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.